petite question pour commencer. Quel est le lien entre Jeanne Calment, super centenaire, doyenne de l'humanité, Brian Johnson, l'homme qui refuse de vieillir, et cette baleine boréale qui vit jusqu'à 200 ans, l'espoir de vivre le plus longtemps possible, et même pour Brian Johnson, celui de rajeunir. On va voir que les milliardaires de la Silicon Valley dépensent des milliards pour guérir, entre guillemets, de la vieillesse. Utopie ou réalité? Bonsoir Éric Boulanger. Bonsoir Madame Martin. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la médecine du vieillissement au CHU de Lille, auteur de Je décide de vieillir bien, c'est aux éditions Odile Jacob. Vous avez une approche positive du vieillissement et notamment une application que vous avez mis au point, Tempo Forme. Et pour bien vieillir, il existe des cliniques de longévité, l'une des plus renommées, l'une des plus anciennes aussi est en Suisse, où nous allons retrouver Michel Cerotti. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir Estelle, bonsoir Monsieur Boulanger. Voilà, alors on va partir d'un fait, il y a de plus en plus de centenaires, en France notamment, 1149 centenaires en 1975, plus de 31 000 en 2021 selon l'INSEE. C'est une bonne nouvelle, est-ce à dire qu'on va vieillir encore plus, on va dépasser le record de Jeanne Calment, 122 ans quand même. Oui, alors pour répondre à votre question, depuis Jeanne Calment, c'était pas hier, on n'a pas dépassé. Quand on prend les super centenaires, c'est ceux qui vivent plus de 110 ans. Dans le monde, on est à peu près à 350-400 super centenaires. Donc aujourd'hui, on n'y arrive pas. On arrive à une espèce de plafond de longévité maximale pour l'espèce humaine, mais on a quand même tout un groupe de population qui effectivement va plus loin, de plus en plus loin. Il y a eu 2 études qui sont sorties dans les années 2017 et une autre en 2020 qui montrent que même si on fait tout bien, c'est-à-dire l'activité physique, la nutrition dans un environnement non pollué, tout s'arrête aujourd'hui à peu près à 120-125 ans. Voilà, 120-125 ans, ce qui est quand même déjà pas si mal que ça. Michel Cerotti, voilà, des centenaires en Suisse, est-ce que vous en avez plus qu'en France, par exemple, qu'en Europe? Alors écoutez, en chiffre absolu, évidemment pas, parce que la Suisse a une population nettement plus faible que la France, 9 millions d'habitants, et même en chiffre relatif, il y a à peu près 2100, l'année passée, il y avait à peu près 2100 centenaires en Suisse. Alors, rapporté à la population, c'est pratiquement 2 fois moins que de centenaires en France, qui est assez étonnant, sachant que l'espérance de vie en Suisse est similaire, voire légèrement supérieure à celle de la France, environ 80, un peu plus de 82 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes. Bref, c'est un chiffre assez surprenant que de voir qu'il y a nettement plus de centenaires en France qu'en Suisse rapporté à la population globale. Malgré cette belle nature suisse, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus encore, Éric Boulanger. Par exemple, pourquoi Jeanne Calment, 122 ans, finalement, on ne sait pas. Alors si on sait, c'est les comportements. C'est-à-dire qu'elle a toute sa vie adopté des comportements propices à la bonne santé. Vertueux. Vertueux, c'est ça. Activité physique, pas d'intoxication excessive en alcool et en tabac, de l'interaction sociale. Et elle a, on sait aussi, dans sa famille, ses parents et ses grands-parents ont vécu aussi jusqu'à une longévité assez impressionnante. Donc la génétique joue un rôle. Aujourd'hui, on n'a pas encore identifié le ou des gènes de la longévité, mais on sait que il y a des familles où il y a quand même une propension à aller vers un âge très avancé et assez en bonne santé. Alors Éric Boulanger, il y en a certains qui forcent le destin. Je pense à Brian Johnson, qui défraie la chronique. C'est un milliardaire de 47 ans, multimillionnaire. Alors lui, il a une quête incessante. Alors lui, il veut pas seulement ne pas vieillir, il veut la jeunesse éternelle. Il a même eu droit à son documentaire, je le disais. Il s'est fait transfuser le sang de son fils adolescent. Ça marche? C'est scientifiquement prouvé? Alors, c'est scientifiquement prouvé chez la souris quand il y a une parabio, c'est-à-dire que quand le sang d'un vieux est en permanence, 24-24, en contact. C'est un échange qui se fait après une petite incision. Ça marche chez la souris. C'est-à-dire que la souris vieille va rajeunir et la souris jeune va un peu vieillir. Mais là, ce qu'a fait Brian Johnson, c'était pas le sang total, c'était du plasma, peu importe. Il se faisait transfuser toutes les 3 semaines ou toutes les 6 semaines le plasma de son fils. Et là, c'est pas du 24-24 et on connaît pas aujourd'hui la durée de vie des bonnes choses qu'il y a dans ce plasma. C'est vrai que le biohacking se développe, ça vient des États-Unis, c'est optimiser sa santé dans l'objectif de ralentir son vieillissement. Alors il y a des méthodes plus ou moins douteuses, mais il y a quand même des utilisations, on va revenir sur votre application, mais ils utilisent des montres connectées, des applications. Alors celui qui incarne ce biohacking, c'est Dave Asprey. Alors, il en vit même très bien, puisque c'est vraiment tout un business autour. Il y a aussi le néerlandais Wim Hof, vous le connaissez? Non. C'est l'homme de glace. Et alors, voici ce qu'il propose. C'est très frais, en fait.
J'ai testé la méthode Wim Hof, mais avec Wim Hof. Et je m'attendais pas à ça. They called me crazy. Now I'm teaching professors and doctors all over the world. 5 minutes de plus à 0 degré, il se passe des choses. 1-2 minutes, c'est dur quand même. Like Asterix et Obélix. Panoramix. Voilà, des bains de glace, un quart d'heure, je crois. Ça, est-ce que c'est recommandé par la profession ou pas? C'est pas recommandé par la profession, mais on sait que c'est un effet bénéfique sur la santé. Il faut pas avoir de pathologie, parce que vous imaginez quelqu'un de cardiaque qui se retrouve à 0 degré pendant plusieurs minutes, il risque d'avoir des conséquences assez importantes. Mais on sait très bien que aller plutôt vers le froid est quelque chose de propice à aller plutôt vers une bonne santé. Et vous, ça vous inquiète, toutes ces pratiques qui se développent sur les réseaux sociaux, tous ces biohackers qui nous proposent des solutions? Moi, ça m'inquiète pas dans le sens où c'est de l'entreprise, c'est du privé qui vend à des particuliers. C'est-à-dire que c'est pas des entreprises qui se servent de l'assurance maladie. Donc à partir de ce moment-là, c'est du business. Effectivement, il y a des énormes raccourcis. Des fois, il y a des choses qui ont été prouvées dans une boîte de pétri, dans une culture cellulaire. Ça a peut-être été prouvé que ça marche chez la souris, et la plupart du temps, c'est pas que ça marche pas chez l'homme, c'est qu'il y a même pas eu de tentative d'essai. Et donc il y a des énormes raccourcis qui sont faits. Ça, c'est antioxydant, ça ralentit le vieillissement de la cellule, donc mangez-en. J'extrapole un peu, mais c'est ça. La preuve scientifique sur l'humain, c'est 0. Alors effectivement, le risque, c'est que certaines personnes qui ne vont pas très très bien traînent avec un accompagnement pour bien vieillir, alors qu'il y a un vrai problème de santé. Et donc là, ça pourrait amener à un retard diagnostique d'un problème de santé, parce que cette personne va sur des techniques de santé qui pourraient être délétères et avec un manque de vigilance. Alors vous vous appuyez sur des faits, des études, vous proposez une application Tempoform, et même il y a tout un suivi. Vous nous avez donné quelques petits indices. L'activité physique, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vieillir bien? Alors aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sait et qu'on ne fait pas. Bien manger, ça on le sait, l'activité physique on le sait, mais souvent je dis c'est un peu le siècle d'avant. Aujourd'hui, le problème sur ces deux aspects, c'est la motivation au changement des comportements. Donc là, il y a les entretiens motivationnels qui sont en train de se mettre en place pour bien faire comprendre aux patients les enjeux de changer son comportement et ne pas changer son comportement. Donc ça, on va dire que c'est le siècle d'avant, mais c'est très vrai, ça reste très très vrai, l'alimentation et l'activité physique. Aujourd'hui, il y a des nouvelles approches, l'interaction sociale. On sait que d'avoir des interactions sociales en dehors de sa famille augmente la longévité de 11%. Par exemple, là, on est en train de faire une interaction sociale. Vous n'êtes pas de ma famille. Donc là, on gagne des minutes de vie. Bien voir, bien entendre, avoir un bon sommeil. On est passé complètement à côté de l'importance du sommeil pour bien vieillir. Avoir une sexualité épanouie. Aujourd'hui, il y a des moyens d'avoir une bonne sexualité. Être à jour de ses vaccins. Être à jour de ses tests de dépistage de cancer du sein, de recherche de sang dans les selles pour le cancer du côlon. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent, et c'est pas peut-être, et c'est pas des raccourcis. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est la médecine basée sur les preuves. Alors danser aussi, ça doit être important. On va regarder justement DJ Gloria, elle a 81 ans, regardez. Les nuits sont courtes, mais ces matins sont disco. Devant ses platines, Madeline Manson répète ses mix, car ce soir, elle sera DJ Gloria. À 81 ans, DJ Gloria, dans sa combinaison lumineuse, fait salle comble tous les soirs en Suède. Depuis le premier jour où j'ai joué, chaque concert commence avec Gloria Gaynor, I Will Survive. Je trouve que les paroles sont bonnes, je trouve que la chanson est bonne, je trouve que le tempo est bon, c'est super bon. Sa réputation n'est plus à faire. Elle est une DJ qui compte. Elle anime les nuits dans les boîtes les plus huppées de son pays, et elle fait danser les plus de 50 ans. Elle est tout simplement fantastique. Je veux dire, à son âge et avec toute cette énergie, elle apporte à tous ceux qui sont ici tellement d'énergie et d'amour. Gloria est la meilleure DJ que nous ayons jamais eue en Suède. Elle a plus de 80 ans, elle encourage toutes ces femmes, elle les rend fortes. Regardez-les, elles sont éternellement jeunes. Je l'adore. C'est à 62 ans que Madeline Manson a décidé de devenir DJ, juste après le décès de son mari, dont elle s'est occupée nuit et jour pendant 9 ans.
Pourquoi suis-je devenue DJ? Eh bien, j'ai suivi une formation d'instructrice d'aérobic. J'ai beaucoup travaillé les mouvements et la musique. Les gens adoraient ma musique et je changeais de musique à chaque séance. Et un beau jour, je me suis entendue dire que je pensais devenir DJ. Il s'est avéré qu'un de mes amis avait un fils qui m'a donné des cours particuliers. 3 cours. Et puis je suis devenue DJ. DJ Gloria est prête à faire danser jusqu'au bout de la vie, car la musique adoucit les mœurs de l'âge. Voilà, alors on peut danser, mais on peut aussi aller dans une clinique de longévité. Il y en a pas mal en Suisse, Michel. Alors qu'est-ce qu'on propose? Quels sont les secrets de ces cliniques? Alors écoutez, je vais vous décevoir parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de tester ce type de clinique. Il faut savoir que voilà, les quelques personnes qui peuvent y aller sont plutôt très fortunées. Les séjours coûtent, vraiment les petits séjours pour les traitements de base, on est autour de peut-être 8 000, 10 000 euros, puis ça peut aller jusqu'à 150 000 euros la semaine. C'est un ensemble de choses qui s'est créé au niveau de l'histoire. Voilà, on a accès le bien-être dès le départ avec les bains thermaux en Suisse, et puis après on s'est occupé de santé, puis surtout ce qu'on a fait au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait associer l'hôtellerie de luxe, qui existait depuis le XIXe siècle en Suisse, justement à des soins médicalisés de pointe. Et puis vous rajoutez à ça la beauté de la nature, la discrétion, le luxe helvète, et puis la capacité d'innovation technologique, et bien c'est ce qui a fait le succès de ces cliniques. Alors aujourd'hui on est arrivé à un âge où on est vraiment dans la technologie, c'est-à-dire qu'on va vous proposer toute une série de tests parce qu'il y a un véritable équipement médical qui va avec ces cliniques, avec de vrais médecins évidemment. Et puis on va vous faire un suivi complet avec, je sais pas moi, caisson hyperbare, avec la cryothérapie, mais aussi avec de l'injection de cellules souches qui a remplacé les injections de cellules animales qu'avait innové, qu'avait lancé Paul Nihans, qui était d'ailleurs une thérapie un petit peu, enfin quelque peu controversée. Monsieur Boulanger pourra le dire. Donc on a tout un suivi, puis même un suivi personnalisé aujourd'hui. On essaye de viser dans ces cliniques des clients qui ne sont pas forcément, ou des patients qui ne sont pas forcément âgés. On va les prendre plutôt jeunes et puis on va retirer leurs cellules souches qu'on va pouvoir leur réimplanter, leur injecter plus tard. Donc il y a vraiment un suivi entre le luxe, le repos, la nutrition, des soins, d'un agissement éventuellement sur l'ADN qui est mis en place. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Michel, effectivement très personnalisé, voilà, qui permet de ce suivi. Est-ce que c'est vraiment tout ce suivi qui est porteur d'espoir? Pour vous, quelles sont les pistes les plus prometteuses? Changer ses comportements. Parce que le suivi, on est passif, et quand il n'y a plus de suivi, on revient à ses comportements antérieurs. Alors aujourd'hui, il y a quand même des médicaments qui sont en essai clinique, notamment aux États-Unis, avec la metformine. Donc ce médicament, c'est un médicament extrêmement prescrit. C'est quasiment le premier à être prescrit dans le cadre du diabète de type 2. Et ce médicament a, chez la souris et au niveau des cultures cellulaires, un effet qui ralentit le vieillissement. Donc il est en étude aujourd'hui sur son potentiel, sa potentielle utilisation dans le cadre du vieillissement. Et il y a l'épigénétique aussi, vous m'avez dit. Oui, alors l'épigénétique, ça c'est une nouvelle approche, une nouvelle science. Hein. On hérite des gènes de son papa et de sa maman, 50% du papa, 50% de la maman. Et ces gènes, ils peuvent avoir des modifications autour de ces gènes, ce qui fait qu'ils ne vont pas s'exprimer pareil en fonction de vos comportements. Si vous avez été exposé au tabac, à l'alcool, à la sédentarité, avec un peu trop de sucre dans le sang, ça va pas modifier votre génome, mais ça va modifier l'expression des bons et des mauvais gènes. Donc ça, c'est un marqueur de bon vieillissement ou de mauvais vieillissement. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces modifications risque d'augmenter la survenue d'autres maladies à 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et le grand espoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut nettoyer son mauvais épigénome pour le rendre plus sain, plus propre, plus jeune. Si je fume, j'arrête de fumer. Si je suis sédentaire, je fais de l'activité physique. Et puis des molécules qui sont aussi en développement. Et la metformine aurait peut-être un effet nettoyeur de mauvais épigénomes. Voilà, on va se quitter sur cet espoir, effectivement, de nettoyer nos mauvais épigénome. Merci à vous deux, merci à Michel Cherotti d'avoir été en direct donc de Suisse, et merci à vous, Éric Boulanger. Merci.